Aujourd'hui, je voudrais évoquer une ténébreuse affaire, pleine de mystères et d'incertitudes, autour de la disparition de Jack Ma, le génial fondateur d'Alibaba, plus connu en France sous le nom bien sûr d'AliExpress. Aujourd'hui encore, tout n'est pas élucidé sur cette affaire où Jack Ma a totalement disparu de la circulation. En effet, on n'entend plus parler de lui à partir du 17 novembre 2020, après un discours prononcé à Shanghai qui critiquait le gouvernement chinois. Il réapparaît le 21 janvier 2021 sans donner aucune explication sur ce qui s'est passé. Nous allons donc enquêter pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et comment une personne aussi riche, dont la fortune s'élève à 25 milliards de dollars selon Forbes, qui est monté jusqu'à 60 milliards de dollars, peut disparaître du jour au lendemain. Et oui, parce que on est en Chine dans cette histoire, et en Chine, tout ne se déroule pas comme en Occident, où ce genre d'histoire serait totalement impossible. Dans cette vidéo, on se posera de nombreuses questions sur Jack Ma et le business en Chine. Qu'a-t-il bien pu advenir de lui pendant sa disparition? Lui a-t-on clairement demandé de se taire? A-t-il dû quitter la Chine précipitamment? A-t-il été interrogé par les services secrets chinois? Ou bien a-t-il décidé de son propre chef de faire profil bas et de rester discret? S'agissait-il d'une disparition politique, redevenue courante durant la période Xi Jinping, qui a lui aussi un rôle important dans cette histoire? Et surtout, comment Alibaba, ce géant chinois qui fait partie de la vie quotidienne de centaines de millions d'habitants de la Chine, qui est coté à la bourse de New York, qui est également coté à Singapour et à Hong Kong, comment cette entreprise gigantesque a survécu l'absence de son fondateur et de son leader? On verra comment s'est conclue cette très étrange affaire, ce qui est devenu Alibaba aujourd'hui, ce que fait Jack Ma dorénavant, et bien sûr, toutes les différences que ça peut nous apprendre entre la Chine et l'Occident et la Silicon Valley. Né en septembre 1964 à Hangzhou, au sud-ouest de Shanghai, d'un père photographe et d'une mère ouvrière, Ma Yun, de son vrai nom, connaît des débuts dans la vie plutôt difficiles. D'ailleurs, il aime souvent rappeler la longue liste de ses échecs qui ont précédé sa fulgurante ascension. Refusé au concours de police, recalé 10 fois à Harvard et 2 fois à l'université de Hangzhou. Il a même été refusé chez KFC. Il a dû, pour subsister et subvenir à ses besoins, faire de nombreux petits boulots, comme par exemple livrer le journal. Sa chance, c'est à partir des années 70 un afflux massif de touristes vers Hangzhou qui vont le pousser à apprendre l'anglais pour proposer à ces touristes des visites guidées de sa ville natale. Il est devenu traditionnel en Chine, depuis les années 80, de se donner un prénom ou un surnom occidental, surtout quand on est au contact de touristes étrangers. Et il rencontre une touriste américaine qu'il apprécie et dont le mari s'appelle Jack. Et Ma Yun devient Jack Ma. Une autre rencontre sera décisive, un couple d'Australiens avec qui il va vraiment se lier d'amitié et qui lui enverront au fil des ans de l'argent régulièrement pour le soutenir. Et cet argent va avoir une importance énorme puisque ça va permettre à Jack Ma de devenir propriétaire et ce petit appartement aura son importance dans le lancement d'Alibaba, on va y revenir. Et oui, la chance, tu le vois ici, fait toujours partie de la réussite, mais la chance, bien sûr, favorise ceux qui y sont préparés. Et Jack Ma, lui, non seulement il est préparé, mais il est têtu et obstiné. Et après avoir été refusé 2 fois de l'université de Hangzhou, la 3e fois, il est accepté, il intègre l'université et il est rapidement élu d'ailleurs représentant des étudiants de cette université. Toujours attiré par les cultures étrangères et notamment la culture anglo-saxonne, il monte très vite après ses études une agence de traduction. C'est ses débuts dans l'entrepreneuriat, son tout premier business. Et en 1995, grâce à son entreprise, eh bien, il arrive à faire partie d'une délégation chinoise qui part dans la Silicon Valley, en Californie, pour tenter de dénouer un litige commercial. C'est là, en 1995, et puis ensuite à Seattle, dans la ville où est né Amazon, qu'il découvre Internet et son potentiel. Il va très vite comprendre l'opportunité et dès son retour des États-Unis, il va créer chinapages.com. C'est tout simplement l'un des tout premiers sites internet chinois. Il s'agit d'un annuaire de référencement pour les entreprises chinoises, une sorte de page jaune de l'époque, mais bien sûr sur internet. Malheureusement, le site décolle assez peu, il est tellement en avance sur son temps que finalement il y a très peu de gens connectés sur Internet en Chine, encore moins dans Hangzhou, qui est une quand même plus petite ville que par exemple Shanghai et Pékin. Ceci dit, grâce à cette entreprise, il est repéré par Pékin et il est nommé directement directeur du pôle commerce électronique du ministère du commerce extérieur. C'est évidemment un rôle extrêmement stratégique dans cette Chine qui veut s'ouvrir au monde et s'ouvrir au commerce international, y compris sur Internet. Là, pour le compte du gouvernement et avec une équipe de seulement 8 personnes, il crée une petite plateforme de vente en ligne pour les entreprises chinoises à l'export. Et très vite, il va comprendre le potentiel d'une marketplace de vente en ligne pour les professionnels. Au bout d'1 an seulement,
vraisemblablement ayant compris le potentiel, il décide de quitter son poste et d'aller créer sa propre société concurrente. Il propose à tous les membres de son équipe de quitter leur poste confortable au ministère pour venir avec lui créer une entreprise futuriste. Incroyablement, ils acceptent tous et vont tous déménager à Hangzhou pour créer avec Jack Ma ce futur géant. C'est donc en février 1999 que Jack Ma crée Alibaba.com depuis chez lui. Les Américains dans la Silicon Valley, ils ont le garage, et bien les Chinois, ils ont leur appartement. Son idée de base, très simple, offrir à chaque entreprise chinoise, qu'elle soit grande ou petite, la possibilité de vendre ses produits en ligne sur Internet. Ayant lui-même créé la seule plateforme à l'époque existante pour le gouvernement chinois, il était très bien placé pour savoir comment faire et comment proposer un meilleur service. On voit encore une fois ce rôle du hasard, de la chance et des opportunités à saisir. Et à partir de ce moment-là, la mayonnaise va prendre très rapidement. C'est enfin le bon moment et Internet se démocratise très vite en Chine, ce qui va pousser de nombreux vendeurs à rejoindre la plateforme pour justement accéder à tous ces consommateurs chinois. De grands investisseurs, d'ailleurs étrangers, c'est intéressant, comme Goldman Sachs et SoftBank, attirés par cette croissance ultra rapide, vont lui donner beaucoup de fonds et lui permettre d'accélérer grandement encore sa croissance. Et d'ailleurs, vous le savez, la traction, la croissance rapide, cette capacité à l'entretenir et à la faire grossir indéfiniment, c'est l'un de mes critères d'investissement les plus importants chez Leonis Investissement. En 2003, la société crée Taobao. C'est une marketplace à la fois B2C et C2C, c'est-à-dire où des business peuvent vendre à des particuliers, mais des particuliers peuvent vendre entre eux également. Le site d'enchères en ligne est clairement inspiré d'eBay, son concurrent américain, mais très vite, encore une fois, vu la taille du pays, la version chinoise va dépasser son concurrent eBay original. En parallèle, Alibaba utilise sa position dominante sur Internet et dans le e-commerce pour créer sa propre solution de paiement par QR code qui s'appelle Alipay dès 2004. Assez précurseur quand même, sous la marque Ant Group, en référence bien sûr à la fourmi chinoise travailleuse. Ce système de paiement va très vite être adopté par quasiment l'ensemble de la population chinoise et en 2017, Alipay était utilisé par plus de 800 millions de personnes dans le monde, dans 36 pays, majoritairement bien sûr en Chine, ce qui va permettre d'asseoir encore plus la position dominante d'Alibaba dans le monde du e-commerce. En quelques années, c'est simple, Alibaba contrôle 80% du commerce électronique en Chine à travers une galaxie de différents sites spécialisés. On peut citer par exemple 1888.com qui permet de s'approvisionner directement en gros aux usines et également Tmall.com, un autre mastodonte chinois qui présente plus de 500 millions de membres inscrits et 800 millions de références sur la plateforme. Ayant moi-même vécu 2 ans à Shanghai, entre 2015 et 2017, je peux te dire que le e-commerce là-bas est beaucoup plus présent qu'aux États-Unis ou en Europe. On passe nos journées à voir des livreurs livrer non pas 1, mais 10, 15, 20 colis par maison, par entreprise. C'est complètement fourmillant et absolument omniprésent. C'est simple, en Chine, Alibaba est absolument partout et très vite, Jack Ma veut exporter son modèle et c'est en 2010 qu'il crée AliExpress.com. Sa cible, le monde entier. Comme Amazon, le site propose très vite de vendre ses propres produits, mais aussi à des marchands extérieurs de venir vendre leurs produits, offrant aussi à tous les commerçants chinois l'opportunité de vendre dans le monde entier. En Occident, la montée en puissance du dropshipping accélère l'utilisation et l'adoption de l'ensemble des sites de la galaxie de Jack Ma. Et puis, toujours ayant soif d'aller plus vite, plus loin, plus fort, Jack Ma passe même à l'offensive. En 2013, il rachète le site américain ShopRunner, un concurrent direct d'Amazon, qui était une boîte américaine, pour encore essayer d'aller voler des parts de marché à Amazon. Le géant américain, Amazon d'ailleurs, va pas être très heureux de toute cette situation et va répondre en ouvrant également une version chinoise qui s'appelle Amazon China, où il essaye de venir faire de la concurrence à Alibaba sur son propre terrain. En 2013, Alibaba annonce avoir fait transiter plus de 300 milliards de dollars de marchandises sur sa plateforme. Il faut dire évidemment que la Chine, c'est un très beau terrain de jeu avec son milliard, 3 ou 4 d'habitants, avec ses 500 millions de paysans qui se sont urbanisés ces quelques dernières années et avec ses environ 10% de croissance annuelle, c'est un terrain de jeu fantastique pour une entreprise comme Alibaba. Et en 2014, consécration, Alibaba s'introduit en bourse à New York, au New York Stock Exchange à Wall Street, et donc coche absolument toutes les cases de la success story, de la start-up, de l'hypercroissance et de la réussite mondiale. Et presque 10 ans plus tard, en 2023, Alibaba aurait réalisé 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec plus de 10 milliards de dollars de bénéfices et est valorisé environ 200 milliards de dollars en bourse en mai 2024.
Fort de son immense succès et bien décidé à se diversifier et à continuer à étendre son empire, Jack Ma rachète à tour de bras des entreprises dans de très nombreux secteurs. Dans le domaine des vins et spiritueux, qui est très cher bien sûr aux Chinois, il fait l'acquisition de 4 grands vignobles bordelais classés, ainsi que créer une société de négoce de vin qui s'appelle Cellar Privilege. Mais également, comme les grands philanthropes américains, Jack Ma se positionne comme un énorme donneur à des actions caritatives. Il a donné en tout plus d'1 milliard de dollars à diverses associations. Et évidemment, à nouveau, comme beaucoup de milliardaires, il est très actif dans le domaine des médias. Dès 2015, il rachète le South China Post, qui est un quotidien relativement critique à l'égard du pouvoir. Et c'est très intéressant, ça peut apparaître risqué, mais au contraire, à l'époque, de nombreuses personnes disent que c'est une façon pour Jack Ma de museler ce journal pour le rendre moins critique. Et oui, car Jack Ma, il est membre du Parti communiste. Difficile en Chine d'avoir un tel succès sans être membre du parti. L'année suivante, il annonce d'ailleurs vouloir investir un total de 7 milliards de dollars dans les médias. Et en 2018, seulement quelques années plus tard, lorsque le gouvernement chinois veut accroître la censure sur Internet, eh bien Jack Ma fait partie d'un groupement de plusieurs centaines d'acteurs du web chinois qui vont faciliter cette augmentation de la censure. Son biographe Duncan Clark affirme que Jack Ma est toujours proche du gouvernement sans être totalement sur sa ligne. Il joue subtilement avec ce qu'il est possible ou pas possible de faire, toujours à la limite, à la ligne, par rapport aux autorités chinoises. Au global, il est quand même un outil bien utile au parti chinois qui veut favoriser et le développement d'Internet, ce que Jack Ma permet, et la censure, ce que Jack Ma autorise également. En 2019, Jack Ma est au sommet. Il a construit un géant mondial. Il a une fortune personnelle estimée à plus de 60 milliards de dollars. Et c'est le moment pour lui de se retirer de la tête d'Alibaba pour se consacrer, dit-il, à sa passion qui est l'éducation. Il sera remplacé par Jonathan Lu, qui est le fondateur d'Alipay, puis par Daniel Zhang, qui est l'ancien PDG de Taobao et de Tmall. Évidemment, il est à la retraite. Il aurait pu vivre sa vie de milliardaire tranquille, comme Jeff Bezos qui fait le tour de la Méditerranée dans son énorme yacht. Il aurait pu être peinard. Mais non, ce n'est pas le style de Jack Ma. Il est non seulement trop hyperactif, mais c'est aussi quelqu'un qui aime la liberté. Et depuis 2013 et le retour au pouvoir de Xi Jinping, eh bien, de plus en plus, la volonté de liberté de Jack Ma et la volonté de serrer la vis de Xi Jinping sont en clash. Il faut comprendre que de 1980 à 2013, la Chine a été vraiment caractérisée par une ouverture énorme sur les aspects politiques et économiques, et c'est ça qui lui ont permis d'arriver à la 2e position mondiale. Le capitalisme à la chinoise, il est complètement triomphant, avec une explosion de l'initiative individuelle, de la propriété privée et des petites entreprises. Le luxe s'affiche sans aucun complexe en Chine. Les libertés individuelles ont progressé. La seule limite, c'est de ne pas critiquer le Parti communiste chinois. Mais avec l'arrivée au pouvoir de Xi en 2013, les choses changent rapidement. La censure se fait petit à petit beaucoup plus pressante. Et d'ailleurs, même les GAFA devront s'y plier, ce qui conduira finalement au retrait total de Facebook, de Google et plein d'autres de Chine. Le crédit social se met en place, qui va noter les individus en fonction de leurs actions dans la société. Avec son système de points perdus à chaque action qui est considérée comme néfaste pour la société, eh bien, il marque le grand retour de la surveillance individuelle pour simplement l'harmonie de la société selon le communiqué officiel du PCC. Et je précise, c'est important que Ant Group, la filiale même d'Alibaba créée par Jack Ma, va être à l'origine de ce premier crédit social surnommé Sésame Credit et mis en place dès 2015, qui va noter les consommateurs chinois en fonction de leurs achats sur la plateforme et notamment sur leur fidélité aux marques chinoises. Un autre aspect de cette nouvelle atmosphère instaurée par Xi Jinping, c'est que les riches doivent se faire plus discrets. On est quand même un pays communiste avant tout. Les Chinois aisés, qui sont nombreux et qui adorent les produits de luxe, notamment français, vont devoir faire un petit peu plus attention et moins se montrer. À partir de 2018, lorsque Xi Jinping est reconduit dans sa position, eh bien, il a une nouvelle volonté, c'est de renforcer le secteur public et le rôle de l'État face aux entreprises privées. D'ailleurs, à partir de 2020, le gouvernement chinois demande la mise en place de cellules du Parti communiste chinois à l'intérieur des grandes sociétés privées. Alors, beaucoup pensent que c'est justement à cause de tous ces changements que Jack Ma décide en 2019 de quitter la direction de Alibaba et de se faire plus discret parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec toutes ces nouvelles politiques. Et justement, c'est pendant la pandémie Covid-19, en novembre 2020, que Jack Ma tient un discours à Shanghai. Dans ce discours, il critique ouvertement, je cite, le système financier obsolète de la Chine. La Chine, dit-il, n'a pas de risque financier systémique car elle n'a pas de système financier. Les banques chinoises
contrôlés aussi par le PCC, en prennent également pour leur grade, Jack Ma les compare à des prêteurs à gages. Pire encore, Jack Ma critique l'excès de normes bureaucratiques. Je cite, « Si vous ne réduisez pas le nombre de règles, alors vos règles et règlements deviendront de plus en plus lourdes, ce qui oblige tout le monde à enfreindre une règle, à faire une erreur et à tous nous plonger dans la confusion. » Il conclut en disant que tous ces éléments sont des freins nationaux à l'innovation. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, notre ami Jack Ma. Par ces mots, qui vise-t-il évidemment ? Eh bien, le contrôle des capitaux, la restriction des sorties d'argent, le fonctionnement des banques chinoises, bref, l'ensemble des réglementations monétaires et financières dictées directement par le gouvernement. Il cible directement l'interventionnisme des autorités de régulation et le pouvoir politique à l'intérieur des entreprises privées qu'il juge comme néfastes. Ce discours, c'est très simple, ça va faire l'effet d'une bombe en Chine. On ne rigole pas. Pour critiquer le Parti communiste chinois, il aurait mieux fait de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Première conséquence immédiate de son discours, l'introduction en bourse simultanément à Hong Kong et à Shanghai de Ant Group, qui détient donc Alipay, est immédiatement suspendu. Ensuite, le gouvernement chinois initie immédiatement une enquête contre Alibaba pour pratiques anticoncurrentielles. Ces enquêtes vont se solder, tiens-toi bien, par une amende de 984 millions de dollars pour avoir, selon les autorités chinoises, enfreint les règles de protection des consommateurs, etc. Ensuite, le gouvernement chinois demande à Alipay et à Ant Group de scinder en deux leurs activités. Ça barde fort. Ils ordonnent également à Ant Group de se séparer de leurs activités de crédit à la consommation et de cartes de crédit. Ça, franchement, c'est dur. Très rapidement, Alibaba décroche complètement en bourse et la fortune de Jack Ma, qui est liée évidemment aux actions Alibaba, est divisée par deux, passe de 60 à 30 milliards. Comme quoi, en Chine, si le parti veut votre peau, il trouvera toujours quelque chose à vous reprocher. Mais venons-en maintenant au cœur de notre problématique, la disparition de Jack Ma. Sur les réseaux sociaux occidentaux, les spéculations vont de bon train, mais rien ne filtre sur les réseaux sociaux chinois. Évidemment, la censure est toujours là. Alors, a-t-il été enlevé ? A-t-il été emprisonné ? Il avait déclaré qu'il n'avait pas peur d'ennemis plus grands que lui, mais finalement, le Parti communiste a bien gagné. C'est justement sa puissance et sa notoriété qui ont fait que le Parti communiste chinois s'est mis à le craindre, car ils ont eu peur que ces critiques aillent finalement trop loin. Et puis, le message s'adresse également aux autres grandes fortunes et entrepreneurs chinois. Cela veut dire, attention, aussi riche et puissant que vous soyez, le Parti communiste chinois peut toujours intervenir à tout moment. Donc, disparu Jack Ma du jour au lendemain. Il devait d'ailleurs apparaître dans sa propre émission de télé qui s'appelle Africa's Business Heroes, une sorte de concours de start-up africaine. Et du jour au lendemain, il est remplacé par un de ses collaborateurs d'Alibaba. Pendant 2 mois, la presse mondiale se déchaîne sans savoir vraiment où il est. Et à l'inverse, la presse chinoise se contente de le critiquer en le traitant de fantôme suceur de sang. c'est sympa, hein, les médias chinois, waouh. Il a même été question de retirer ses photos sur certains moteurs de recherche chinois pour le faire disparaître d'Internet. On a même d'ailleurs pensé que le Parti communiste chinois allait tout simplement absorber sa société et la nationaliser. Et puis finalement, le 20 janvier 2021, Jack Ma réapparaît et poste une vidéo sur Internet qui s'adresse aux enseignants qu'il est censé aider avec son association. Il dit la chose suivante. « Dernièrement, mes collègues et moi avons beaucoup réfléchi. » Tu m'étonnes. Et nous avons pris la décision de nous consacrer uniquement à la philanthropie dans le domaine de l'éducation. On comprend que le régime lui a imposé de disparaître des radars sur le côté business et Alibaba et de se consacrer uniquement à la philanthropie s'il ne voulait pas disparaître définitivement. Pendant cette période, il aurait visiblement voyagé au travers de la Chine et loin des turpitudes et de toute l'excitation autour de son entreprise. Finalement, Jack Ma fuit la Chine en 2021 pour aller s'installer au Japon jusqu'en 2023, ce qui prouve quand même qu'il était relativement effrayé sur son sort. Son retour en 2023 a d'ailleurs été vu comme un adoucissement du gouvernement chinois envers les entreprises technologiques qui étaient vraiment très très dures ces dernières années. D'ailleurs, le gouvernement chinois n'avait probablement pas trop le choix puisqu'ils avaient vraiment besoin de relancer leur économie qui depuis le Covid était vraiment dans les chaussettes. C'est le nouveau Premier ministre Li Qiang, arrivé en mars 2023, qui aurait organisé non seulement le retour de Jack Ma, mais qui est lui très favorable à un assouplissement des règles vers les sociétés technologiques. D'ailleurs, en signe de ce renouveau, Pékin a autorisé à nouveau Ant Group à développer un fort plan d'investissement pour l'avenir. De son côté, Jack Ma, complètement à l'écart d'Alibaba, continue ses actions philanthropiques, mais il n'a pas perdu ses bonnes habitudes d'entrepreneur. Il a relancé une nouvelle société, cette fois dans le domaine de la food tech, qui s'appelle Maz Kitchen Food, une start-up qui emballe et livre des produits directement du terroir à des particuliers chinois. Et oui, on n'arrête jamais un serial entrepreneur, il trouvera toujours un nouveau business à créer.
Mais vous le voyez, le business en Chine reste quand même compliqué. J'ai vécu donc 2 ans à Shanghai, comme je le disais, et à l'époque, j'aurais pu créer ma société là-bas et surtout décider d'y investir, puisque j'investissais déjà dans les startups et il y avait un fort boom économique. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas y investir. Les contraintes politiques et administratives et les risques liés à tout ça sont trop importantes à mes yeux. En revanche, quitte à sortir de la France pour investir dans les meilleures startups du monde, j'ai décidé, comme tu le sais, de me tourner vers les États-Unis. À l'inverse de la Chine, le cadre juridique qui y règne est absolument clair et il n'y a aucune défaveur pour les étrangers, contrairement à la Chine où les Chinois sont toujours favorisés. C'est aux États-Unis et bien sûr plus particulièrement dans la Silicon Valley, le berceau de la technologie, que j'investis et encore plus précisément au Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde à San Francisco. Si ça t'intéresse de savoir comment je sélectionne les meilleures startups pour pouvoir y investir, tu peux télécharger mes critères d'investissement gagnants. C'est entièrement gratuit et le lien est dans la description.